Je pense que les droits de l'homme en Afrique se trouvent dans une situation assez, je dirais, assez particulière, parce que d'un côté, nous avons une prolifération de mécanismes et d'outils juridiques internationaux quand même, et même au niveau du continent africain. Nous avons une Cour africaine, nous avons un Parlement panafricain, nous avons une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais en même temps, nous voyons, depuis une dizaine d'années, je dirais, l'émergence de certaines pratiques dictatoriales de certains pays. J'aime dire parfois que nous sommes, je pense, en train d'observer ce que j'appellerais une troisième guerre de libération, comme celle qu'on a vue durant les années d'indépendance, dans les années 60. Et puis après, il y a eu tous ces efforts continentaux contre les coups d'État, les coups d'État militaires, hein, comme on les appelait, dans les années 90. Maintenant, je pense qu'on est en face à une situation de confrontation d'idées, de demandes des peuples vis-à-vis justement de gouvernements qui sont restés en place depuis une trentaine d'années, justement depuis les années 90. Je pense que le premier obstacle, c'est l'État africain, c'est le gouvernement africain. Je pense qu'en général, comme tout gouvernement d'ailleurs, l'État africain a la responsabilité et le pouvoir. Donc c'est une responsabilité, mais qui s'outille, hein, qui est outillée par une panoplie d'outils qui pourraient permettre justement à une amélioration au niveau de la situation des droits de l'homme. Le deuxième obstacle, je dirais que c'est quand même parfois une absence de cohésion et de coordination, d'utilisation de nos forces au sein justement de la communauté, des protecteurs des droits humains, des activistes, de la société civile. On devrait quand même faire une analyse à l'interne pour justement voir comment renforcer notre cohésion, notre coordination, et aussi l'utilisation de tous ces outils qui sont là. Je dirais peut-être que le troisième obstacle, ce sont des obstacles liés à une coordination entre les organisations locales et les organisations internationales aussi. Je pense que l'Afrique se trouve aujourd'hui, en 2019, dans une position assez stratégique, où nous avons, par exemple, l'année prochaine, nous allons avoir le thème de l'Union africaine, Silence the Guns, faire taire les armes. Nous avons eu cette année l'année des réfugiés et des déplacés, et je pense que l'on est en face d'une conversation de plus en plus forte qui se tourne vers l'homme africain à la base. Je ne sais pas si au niveau international, ce qui se passe au niveau régional et ce qui se passe au niveau local est en harmonie. Les discussions que les organisations internationales peuvent avoir entre elles, les discussions qui devraient avoir lieu et qui ont lieu entre les organisations de la société civile au niveau régional africain, est-ce qu'il y a coordination? Il faut harmoniser en fait nos stratégies, nos discussions, le regard que nous portons sur ces questions à trois niveaux, local, régional, international. Parce que justement, les violations sur lesquelles on recherche, comme Human Rights Watch, sont aussi de plus en plus dynamiques et elles sont complexes. C'est une problématique qui devient complètement... La réponse s'impose de soi, en fait. Lorsqu'on a des États qui deviennent de plus en plus, qui ont un ton de plus en plus rébarbatif, qui sont de plus en plus dictatoriaux. L'une des premières victimes, c'est justement une plateforme qui a été dédiée, façonnée, érigée pour la protection de ces droits qui sont violés par ces États. Et l'on pourrait parler d'obstacles en termes d'analyse de l'indépendance de la Commission africaine à plusieurs niveaux, structurels, fonctionnels, budgétaires. Mais à mon avis, ces obstacles
ne sont que le prolongement, ne sont que la conséquence en fait d'un problème central, simple. C'est l'absence de volonté politique, justement, de rendre indépendant, de renforcer ces mécanismes que nous-mêmes, Africains, avons mis en place, que nous-mêmes, Africains, et que les États africains eux-mêmes, il y a 30 ans, ont défendu. Parce que ce n'est pas la société civile qui a décidé de mettre en place une commission africaine. Ce sont les États, au départ, qui étaient des parties preneuses de ce processus. Et donc maintenant, nous voyons une régression, en fait, une érosion de cette volonté politique qui existait. Ce qui nous laisse, alors ce qui nous donne, nous, un défi. Et le défi, c'est comment justement réveiller, comment galvaniser cette volonté politique qui probablement existe, je ne parle pas des 54 États africains, qui probablement existe dans certains États. Comment saisir un moment comme celui, par exemple, que l'on a, lorsqu'on est dans des sessions comme celle-ci, où tu as tous les représentants de l'Union africaine, des États, les commissions nationales, les institutions nationales des droits de l'homme, etc., pour justement galvaniser et rafraîchir, en fait, réveiller cette relation. On dit silence the gun, silence the commission aussi. Le genre de menace de rendre la commission incapable de remplir son mandat, qui est la protection, la promotion, l'interprétation quand même. C'est un mandat énorme, énorme en termes de signification, de richesse et d'opportunités pour justement pour nos frères et sœurs africains. Donc c'est la rendre silencieuse, c'est lui enlever la parole. Donc et ça se passe comment? C'est justement l'érosion du mandat. C'est réinterpréter le mandat de la commission. Moi, je pense, à mon avis, que c'est ça le plus gros danger. Encore une fois, qui doit nous interpeller, nous et les autres, dans les coalitions que nous avons, les coalitions avec lesquelles nous travaillons, pour justement nous rapprocher de cette commission, parce que c'est une commission que nous avons appris à chérir et à respecter. Donc, la première recommandation, c'est quoi aux États? C'est de mettre en pratique leurs lois et règlements. C'est aussi simple que ça. Nous savons que les préoccupations que nous avons en tant que membres d'une communauté large des droits de l'homme, ce sont des préoccupations qu'ils ont peut-être, probablement, ne fût-ce qu'en termes de paix et sécurité. Je travaille pour une organisation qui se focalise absolument sur la question des droits de l'homme parce que c'est ce qu'on fait et parce qu'on pense que c'est une question centrale, de plus en plus centrale. Mais ces questions sont liées à un concept plus large de paix et sécurité sur lequel une institution comme l'Union africaine est très posée. Ils sont très posés sur cette question. Ils ont des politiques qu'ils ont mis en place. Il y a plein de mécanismes. La feuille de route Addis Ababa, il y a les règlements relatifs au respect des droits des réfugiés, la convention de Kampala. Nous avons le protocole de Maputo. C'était dirigé, discuté, conçu, signé par des États africains qui les ratifient, qui les respectent, qui les mettent en œuvre. C'est pour leur bien, c'est pour le bien des populations. La deuxième recommandation, c'est une utilisation plus forte, alors ça c'est pour nous, justement, des différents mécanismes qui existent. C'est une interaction beaucoup plus accentuée, peut-être, beaucoup plus soutenue, avec justement des institutions comme l'Union africaine, comme la Commission africaine, les communautés économiques, régionales, et qu'on s'organise au niveau des sociétés civiles africaines et qu'on puisse arriver à déterminer et à approfondir notre engagement avec eux.